On va pouvoir commencer. Ok. Donc, bonjour à tous et merci de nous suivre sur ce deuxième live des Citéco. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Olivier, qui va venir nous parler, Olivier Bossard, qui va venir nous parler d'économie, mais surtout de l'Argo Winch. Bonjour Olivier. Bonjour Antonin, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors pour la partie la moins amusante, je suis un ancien trader. J'ai passé une vingtaine d'années dans la City à Londres et je suis prof de finance. J'enseigne à HEC, une école de commerce à Paris. Et pour la partie la plus sympa, je suis fan de bande dessinée, de l'Argo Winch et j'ai eu la chance de faire ce petit bouquin Introduction à la finance l'an dernier et de participer à la création de cette exposition L'Argo Winch à la Cité de l'économie à Citéco. Super, donc pour rappel, oui, la Citéco a lancé l'expo Largo Winch le 17 octobre dernier, qui malheureusement a fermé, on sait tous, avec le problème du confinement, mais qui va réouvrir du coup le 15 décembre, pardon. Donc on pourra tous vous recevoir pour visiter cette belle exposition. Donc Olivier, donc nous on va parler de Largo Winch, du personnage de Largo Winch et de ce qu'il représente dans la bande dessinée, mais aussi dans l'histoire de l'économie. Au fil de ces 30 dernières années, comment se caractérise l'évolution du monde économique parallèlement à l'évolution de l'Argo Winch? Oula, ça commence. Alors déjà, avant de commencer, pour exciter tout le monde, j'ai 3 exemplaires Très bien. de mon bouquin qui vont partir. Donc vous restez jusqu'à la fin parce que ceux qui seront les plus attendus et qui poseront plus de questions, ils auront droit à ces exemplaires dédicacés. Donc à la fin de la séance, Antonin va faire un petit tirage au sort et les 3 parmi ceux qui ont le plus participé, il prendra vos noms et je vous enverrai un petit exemplaire dédicacé pour vous, pour votre copine, votre papa, votre maman ou qui vous voulez avant Noël. Voilà. Exactement, Pardon c'est Antonin, un il va beau falloir cadeau que de tu Noël. répètes. Faut que tu répètes la question, j'ai pas suivi. Ouais, pas de souci. Donc, du coup, ma question, c'était, Oui. au fil de ces 30 dernières années, comment est-ce qu'on caractérise vraiment l'évolution du monde économique parallèlement à l'évolution de l'Argo Winch? Oui, alors effectivement, l'Argowin, ça fait 30 ans. Il a commencé en 1990. Moi, j'ai découvert un peu plus tard, c'était avec le deuxième diptyque, en fait, OPA Business Blues, et c'était l'époque des Raiders, c'était juste après la sortie de Wall Street avec Gordon Gekko d'Oliver Stone, et on était en plein dans l'époque de ces fusions, acquisitions, ces fameuses OPA. Et oui, alors au cours de ces 30 années, on a vu le monde économique évoluer complètement. Ça se voit dans les albums de Largo, dans Voir Venise et mourir. Il était mis au courant d'un complot ourdi contre lui avec une machine que les gens de ma génération connaissent, qu'on appelle un facsimile, qui envoyait des télécopies. Et que maintenant, les jeunes ne savent même pas forcément ce que c'est. Et C'est vrai, confirme. dans le dernier diptyque, ben, on le voit avec son smartphone, on voit les oligarques russes qui utilisent l'application boursière sur des smartphones. Donc rien qu'au niveau technologique, on voit que ça a complètement évolué au cours de ces 30 dernières années. Alors, il n'y a pas que ça. Justement, c'est ça qui est super, c'est que l'Argo Winch, il y a en toile de fond tout le monde économique. Donc, si je devais citer quelque chose, on voit notamment l'émergence des pays en voie de développement lorsqu'ils se baladent en Birmanie. On voit l'émergence de la Chine, bien évidemment, qui est devenue d'un pays communiste une des plus grandes puissances commerciales, économiques. Donc, c'est tout ça qui se déroule sous nos yeux. Et à côté de ça, l'Argo, lui, il n'a pas pris une ride, puisqu'en 1990, c'était un jeune beau gosse de 25 ans. 30 ans plus tard, allez, il a peut-être pris 5 ans, 10 ans maximum, mais c'est toujours un jeune beau gosse. Donc, c'est ça qui est la magie de la bande dessinée. Le héros n'a pas bougé et le monde tout autour de lui a bougé. Moi, je suis de la génération d'avant. J'ai vécu avec Tintin et Tintin, c'était un peu la même chose au XXe siècle. Alors là, c'était pas l'économie, c'était le monde géopolitique. On a vu Tintin dans la Russie bolchevique avec Tintin au pays des Ouais. soviets. On l'a vu dans la Palestine sous mandat britannique, dans la première version de Tintin au pays de l'or noir. On a vu l'annexion de l'Albanie par l'Italie mussolinienne en face cachée dans le sceptre d'Autocar. Donc on a vu tout le monde géopolitique du XXe siècle. Moi, je l'ai découvert avec Tintin. Et là, avec l'Argo, on découvre tout ce monde économique et financier des 30 dernières années. Ouais, c'est autant un tour du monde qu'un tour du temps. C'est ça qui est beau. Et donc, comme on parlait de l'Argo Winch, pour survivre justement à chacune de ces aventures, l'Argo, il fait souvent preuve, on va dire, d'une grande témérité. On le sait, on le voit autant dans les BD que dans le film. Ouais. Et la réussite, juste notamment en économie, est-ce qu'elle nécessite vraiment cette prise de risque? Est-ce que la réussite nécessite une prise de risque?
Ok, alors là, je vais peut-être prendre ma casquette de prof de finance pour commencer, pour expliquer qu'il y a un grand économiste américain qui s'appelait Frank Knight, qui a théorisé ça justement, ça fait une centaine d'années, vers 1920. Frank Knight, il était prof d'économie à l'université de Chicago, un gars super brillant. Il n'a pas eu le prix Nobel, mais je crois que 3 de ses élèves ont eu le prix Nobel. Et il avait écrit un livre de mémoire, ça s'appelait Risque, incertitude et profit, justement vers les années 20. Et là-dedans, il expliquait justement, c'est une des grandes théories du monde économique, que sans prise de risque, il ne peut pas y avoir de profit. Pour générer du profit, il faut forcément prendre du risque. Et ça, tous les grands entrepreneurs, les grands patrons d'entreprise, dont l'Argo, les grands sportifs aussi le savent bien. Il faut prendre du risque pour générer du profit. Avec une nuance que Frank Knight avait théorisée, justement, risque, ça ne veut pas forcément dire incertitude. L'argot aussi, pour lui, c'est pareil. Il aime le risque, mais il n'aime pas pour autant l'incertitude. On voit quand il y a un tome où il va jouer au casino, c'est dans Golden Gate, je crois, il va à Remo et il est là, il se retrouve devant une table de blackjack ou de craps avec une jeune fille, la jeune Juliette, et il est super mal à l'aise et il doit parier 10 000 $. Il lui explique, mais moi, je n'aime pas les jeux, j'aime pas les jeux de hasard. Donc l'argot n'aime pas l'incertitude, mais les risques, par contre, il va les prendre en plein dans la figure à chaque fois qu'il aura besoin. Ouais. Au niveau de sa boîte, au niveau personnel aussi. Dans l'heure du tigre, il va prendre un risque extrême, il va prêter allégeance aux triades chinoises en Birmanie pour sauver la peau de son pote Simon Ovronaz. Donc, l'argot n'aime pas l'incertitude, mais il aime prendre le risque. Et bien sûr, oui, la prise de risque, c'est nécessaire au profit, à la réussite dans tous les domaines qui soient. Très bien. Surtout quand on a un personnage comme lui, en tout cas. Enfin, Oui, j'imagine, l'argot, autant dans l'économie que dans son action. L'argot, c'est un grand baron d'entreprise, mais c'est en même temps un casse-cou, un jeune voyou. C'est un orphelin yougoslave qui a hérité de l'empire de son père adoptif Nerio. Mais Dieu sait si dans son éducation, il a fugué, il a parcouru toute l'Europe en autostop, etc. Donc c'est un voyou, c'est un baroudeur et c'est un preneur de risque, vraiment. Ouais. C'est sûr. Ouais. Super. Et donc, on parlait surtout de l'Argo-Winch, mais aussi des concepts économiques qui sont dedans. Est-ce que pour vous, peuvent-ils être concrètement s'appliquer dans la vie de tous les jours pour le commun des mortels? Parce qu'on sait que l'Argo-Winch, c'est un personnage un peu hors du commun. Enfin, personne ne connaît des gens comme Mhm. l'Argo-Winch aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez que justement, tous ces concepts économiques, ils s'adaptent aujourd'hui? Alors, c'est vrai que pour le commun des mortels, pour nous tous, en tant que père de famille, en tant que jeune étudiant, en tant que jeune professionnel, en tant que citoyen, ce qui se passe à l'échelle de l'Argo avec son empire et ses 600 000 employés et ses profits qui se chiffrent en millions, dizaines, centaines de millions, ça dépasse l'entendement. Donc l'économie, c'est un monde qui peut nous paraître abstrait. Et la finance encore plus. Moi, je suis prof de finance. La finance, c'est encore plus déconnecté du monde réel. C'est des chiffres qui se baladent en bourse, qui montent et qui descendent. Et on peut travailler dans la finance complètement déconnecté du monde réel. Ceci dit, et c'est ça qui est super sympa dans la bande dessinée de l'Argo, c'est que tout ce qui nous fait découvrir l'Argo, ça résonne aussi dans notre vie de tous les jours. Il faudrait que j'essaie de trouver des exemples. Par exemple, il y a un double tome Mer Rouge, Colère Noire qui nous parle de la concurrence, des cartels. C'est dans le domaine du pétrole. Mais ça s'applique à nous au quotidien. Quand on voit que les géants, bon, pas dans le domaine du pétrole comme chez Largo, mais dans le domaine des big tech, les Facebook, Alphabet, Amazon, Google, Apple, ils mettent en place un vrai cartel pour nous empêcher d'utiliser n'importe quelle application. Il va falloir passer Ouais, par l'Apple Store pour downloader son application. Et le jour où Fortnite ne veut plus, il y a des dizaines de milliers d'ados en France qui pleurent parce qu'ils n'ont plus accès à Fortnite sur Apple. Et la même chose chez nos amis de Google sur les Android où il y a un quasi-monopole de navigateurs. Donc ouais, c'est ouais, sûr. les problèmes de concurrence, de cartel, tout ça auquel fait face l'Argo, on y fait face nous aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Le problème de la mondialisation. Ça, c'est dans le prix de l'argent, la loi du dollar. L'Argo, il est confronté justement, il essaie de sauver une petite entreprise de fabrique de ski aux États-Unis. Et là, ils sont confrontés à la concurrence des pays en voie de développement, à la mondialisation, aux relocalisations. Et bien ça, nous, on y est confronté aussi au quotidien quand on va faire nos courses au supermarché.
qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen responsable? Il y a des pommes moins chères, mais qui vont venir de l'autre bout du monde, des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et OK, ils sont peut-être bio, mais avec une empreinte carbone catastrophique. C'est sûr. Est-ce que je vais les acheter parce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'il ne faut pas mieux favoriser une économie nationale, une économie régionale, voire même des circuits courts, quitte à payer un peu plus cher en tant que citoyen responsable pour éviter de foutre en l'air notre planète. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes à l'échelle de l'Argo et à notre petite échelle à nous, mais finalement, on est tous confrontés au même problème. Évidemment. Moi, j'avais une autre question aussi. Donc, l'Argo Winch, on sait que ça fait 30 ans aujourd'hui que ça existe. C'est des nombreux tomes de BD, c'est plusieurs adaptations au cinéma. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de l'Argo Winch? Parce que si on oublie un peu l'aspect économique qui est présent dans les BD, même dans les films, qu'est-ce qui le différencie d'un baroudeur un peu, pas agent secret, mais un peu casse-cou, comme des James Bond ou des Jason Bourne qu'on peut voir dans les littératures ou dans le cinéma actuel? Ça, je crois que c'est. Alors, bon, déjà, le public français est assez spécifique. On adore la bande dessinée, la bande dessinée franco-belge. Donc, ce n'est pas forcément le même public que les mangas au Japon, en Corée ou les comics aux US. Je crois, et ça se voit, j'ai un copain qui est vendeur à la Fnac et on discute souvent. Je lui demande qu'est-ce qui marche comme bande dessinée. Et de plus en plus, et ça se voit depuis au moins une dizaine d'années, le public français va acheter des bandes dessinées, pas juste pour se vider la tête, mais au contraire pour se remplir la tête. On cherche du contenu qui intellectuellement va nous amener à réfléchir. Et ça, on voit qu'est-ce qui marche comme bande dessinée. Alors, il y a les thrillers économiques, justement, comme l'Argo. Il n'y a pas que l'Argo, d'ailleurs, à une moindre échelle. Il y a d'autres séries comme IRS, Hedge Fund, qui marchent super bien, justement, parce qu'il y a un environnement qui nous fascine. Dans d'autres domaines, qu'est-ce qui va marcher dans les mangas? C'est les mangas culinaires. Le journal d'un gourmet, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, de Taniguchi, ou tous les mangas sur l'œnologie, sur l'art du sushi. On va apprendre quelque chose dans le domaine de la cuisine, de l'art culinaire. Ou encore dans un autre domaine que j'apprécie moins, ce n'est pas toujours bien dessiné, toutes ces bandes dessinées qui ont par derrière un contenu historique. Ça va être l'histoire du général de Gaulle, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, tout ça, qui marche super bien. Donc de plus en plus, on cherche, le français, le belge est exigeant en termes de qualité de dessin, de construction de la bande dessinée, mais on cherche aussi une trame scénariste qui est posée quelque part et qui va nous amener un peu plus loin. Et c'est ça que Van Damme a réussi à merveille avec l'Argo, et depuis Giacometti qui a repris la série avec énormément de succès, c'est que ces deux monstres-là, ils ont réussi à nous faire comprendre un monde super complexe, le monde de l'économie, de la finance, à nous en dire un petit peu pour nous exciter, mais sans pour autant nous être trop rébarbatifs, parce que dans l'Argo, il y a quand même les courses de voitures, il y a quand même les jolies filles, il y a quand même les poursuites et les méchants. Et donc, arriver à nous donner du contenu financier, du contenu économique, c'est ça qui est fabuleux et c'est ça qu'on a essayé justement à Citéco, que Didier Passamonique, le commissaire de l'expo, a superbement réussi. C'est en fait nous amener, nous, en tant que lecteurs de l'Argo, qui aimons la bande dessinée, qui adorons les dessins de Philippe Franck, à aller un peu plus loin, que ce soit les adultes, les jeunes adultes, les ados, les enfants, les familles, essayer de comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière ce monde de l'Argo, quels sont ces grands enjeux économiques. Parce que les aspects économiques qui sont présents dans les BD, est-ce qu'ils sont accessibles à une personne qui n'est pas forcément pas pro, mais qui est un peu néophyte de tout ce monde économique? Ça, c'est aussi la magie de la BD, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, mon père m'a appris à lire en lisant Tintin. J'ai découvert Astérix quand j'avais pas 10 ans. J'adorais Astérix, mais sans en comprendre tous les jeux de mots. Et donc, c'est pareil, un jeune adolescent peut s'intéresser à l'argot, être passionné par les courses de voitures, tout ça, sans forcément comprendre. Et ça, les niveaux de lecture viennent ensuite. Et donc, on peut s'intéresser à l'argot pour l'aventure, on peut s'y intéresser et essayer de comprendre un peu mieux, c'est derrière moi là, ce que c'est qu'un crash boursier. Ouais. Je l'ai là, c'est l'étoile du matin. C'est là où notre ami Giacometti est rentré dans le monde de l'argot. Moi, quand j'ai découvert ce tome-là, où il nous parle du training haute fréquence, un domaine que je connaissais personnellement, mais j'ai été scotché parce que c'est super bien raconté. Et avant Van Damme, quand il a fait OPA Business Blues, c'est pareil, c'est documenté. Il est allé voir des avocats d'affaires, des avocats fiscalistes pour savoir comment est-ce qu'on construit une offre publique d'achat, etc.
Donc, ouais, il y a de quoi vraiment s'intéresser. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans mon petit bouquin, là, du coup, aller encore plus loin. Le lecteur qui a adoré les concepts économiques et financiers dans l'argot, mais qui est quand même parfois un peu sur sa faim parce qu'on ne nous raconte pas tout, essayer de donner des clés de lecture aux lecteurs. Parce que l'économie, la finance, ça nous amuse tous, ça nous intéresse tous, mais en même temps, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'il y a du jargon. Déjà, c'est un monde où on parle beaucoup en franglais, donc rien que le jargon, il nous intimide, on ne comprend pas forcément les mots. Et puis, c'est pas forcément compliqué, mais il faut un peu donner des clés de lecture. Et c'est ça qu'ont fait les scénaristes de l'argot, c'est ça que j'essaie de faire dans mon petit bouquin, et c'est ça qu'a fait Citéco, qu'a fait Didier Passamanic merveilleusement, à essayer, à travers ce personnage, de nous faire comprendre un peu plus le monde de l'économie et de la finance. Ouais, c'est sûr. Parce que du coup, c'est un peu, on peut un peu parler d'une démocratisation un peu de l'économie par la culture, parce que ça en revient par en parler sur la bande dessinée. Et vous, en tant que professeur d'économie, est-ce que vous servez peut-être des histoires de l'argot pour vos élèves, pour Oui, peut-être essayer de leur expliquer ou qu'ils ouais, comprennent ouais. mieux? Moi, c'est comme ça que je suis venu à écrire ce livre. Moi, je ne suis pas prof d'économie, je suis prof de finance. Et la finance, il n'y a rien de plus rébarbatif. C'est des maths pour essayer d'expliquer des concepts abstraits. Il n'y a rien de plus terrible à enseigner à des étudiants d'HEC qui ont à côté des cours hyper sexy, du marketing, etc. Donc, moi, j'ai trouvé un moyen. Quand je devais expliquer ce que c'était des stocks options en amphi et que tout le monde dormait, j'aurais balancé une image de l'argot où on voit l'argot, c'est dans, je ne sais plus dans quel tome, dans le prix de l'argent, la loi du dollar, où on voit l'argot justement expliquer à une jeune femme ce que c'est que les stocks options. Et là, du coup, tout le monde se réveille, on voit une case de bande dessinée, ça amuse tout le monde, et du coup, tout le monde s'intéresse à mon cours. Et, c'est ça qui est génial avec la BD, c'est que bon, ça parle à tout le monde. L'image est, pour moi, l'image est vraiment vecteur de pédagogie, quoi. Donc c'est ça que les auteurs ont fait, peut-être indirectement, sans le vouloir, parce qu'ils ont voulu avant tout nous raconter des super histoires. Et c'est ça que nous, on essaie de faire avec l'argot, parce que justement, il y a de quoi raconter des belles histoires, et aussi il y a de quoi se cultiver et apprendre plein de choses. C'est sûr. Et comme on parlait un peu de tous les tomes qui sont présents depuis du coup pas mal d'années maintenant, qui suivent finalement l'histoire de l'économie, Oui. est-ce que vous pensez que du coup il y a une espèce de longévité? Est-ce que l'argot, on pourra encore en parler dans 30 ans, 30 ans plus tard, parce que ça aura suivi le rythme économique actuel? Alors, moi, j'ai eu un peu peur pour l'argot. C'était à l'avant-dernier diptyque. Je crois que Jean Van Damme, qui a laissé tomber la série, il l'a dit lui-même d'ailleurs, il en avait un peu marre de l'argot, et l'avant-dernier diptyque, Chassé croisé 20 minutes, c'était toujours avec les dessins fabuleux de Franck, mais c'était devenu un peu un vaudeville. Ça m'a fait penser beaucoup aux bijoux de la Castafiore qui se passait en vase clos à Moulinsart. Tintin, il n'était plus à travers le monde. Et là, c'était pareil avec l'argot. Donc l'argot, il avait un peu oublié de se renouveler. Il s'était super renouvelé au niveau des intrigues, mais pas au niveau du fond économique. Et on le voit même dans le groupe financier. Le groupe, je vais mettre derrière moi, voilà, les différentes directions du groupe. C'est resté un groupe assez traditionnel, avec de l'hôtellerie, du tourisme, des compagnies maritimes, pétrolières, bancaires, etc. C'est pas un groupe à la Facebook, à la Apple, avec du digital, avec du online banking ou des ventes online, etc. Et c'est là que, justement, et je crois que c'est un peu pour ça que Philippe Franck a fait appel à Eric Giacometti, parce que Eric Giacometti, c'est un auteur à succès, mais il ne faut pas oublier, dans sa vie d'avant, il était journaliste d'investigation au JDD. Il a couvert le scandale du Mediator, il a couvert le flash crash boursier de 2010. Donc, Eric, il est vraiment dans le monde réel. Et c'est ça qu'il a bien compris. Et c'est ça que c'était un peu, d'après ce que j'ai cru comprendre en parlant avec Eric et Philippe, c'est ça ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Voilà, il faut que l'argot il revienne dans le monde économique et financier, mais pas celui de 1990, celui de 2020. Ouais. Et ça, on le voit avec l'avant-dernier tome où là, on est à fond dans les flash crash, dans le trading haute fréquence, dans le trading en ligne, etc. Et d'après ce que Philippe Franck nous a dévoilé sur son compte Insta, pour ceux qui ne le savent pas, ils peuvent aller voir une bonne dizaine de pages crayonnées du prochain tome, qui sortira en octobre prochain. Et d'ailleurs, il en a donné en expo à Citéco, justement, une des planches crayonnées. Exactement. Ouais. Et là, on voit que le groupe, le Winch, justement,
boum, ça y est, il rentre de plein fouet dans le 21e siècle. Il y a des satellites, il y a plein de choses dont je ne peux pas encore vous parler, mais voilà. Donc, pour répondre à ta question, moi j'ai eu peur à un moment que l'argot il reste un peu dans le monde du 21e siècle, mais là ça y est, il est rentré dans le monde technologique, digital du 21e siècle. Et c'est pour ça que moi j'attends avec impatience les 2 prochains tomes et les suivants. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a eu également aussi peut-être une évolution humaine sur le personnage de Largo Winch? Est-ce que lui, vous avez trouvé qu'à travers les tomes, il a peut-être changé justement en suivant les nouvelles mœurs sociales qui existent aujourd'hui? Alors physiquement, non, il n'a pas changé. C'est toujours le beau gosse. Bon, Sûr, le trait de Philippe Franck, c'est quand même affermi. Donc, il a pris de la maturité. Il est peut-être plus anguleux, je ne saurais pas comment le dire, mais on sent qu'il a pris quelques années. Bon, il n'a sûrement pas pris 30 ans, mais maintenant, il a peut-être 30-35 ans, le beau Largo. Toujours beau gosse, il plaît toujours aux filles, il est toujours célibataire. Il n'a pas trop vieilli. Il a quand même pas mal mûri. Parce qu'au début, il prenait ça un peu en désinvolte. Le fait qu'il soit en charge d'un groupe de 500 000, 600 000 employés, à un moment, il avait même envie de laisser tomber. Quand il s'est retrouvé sur son île de Sargevan, il a même laissé filer les 10 petits bouts de papier qui représentaient chacun $1 milliard, chacune un dixième de sa société. Et il ne le prenait pas forcément au sérieux. Pour lui, c'était plus encore courir le monde avec son copain Simon Ovronaz et sauver ses copains. Et il a pris conscience qu'il avait une responsabilité humaine avec ce groupe. Donc, c'est beaucoup de maturité. Et il a pris conscience qu'il ne fallait pas en faire n'importe quoi. Il le dit, je ne sais plus, je crois que c'est dans Mer Rouge, Colère Noire, où là, justement, Van Damme a réussi de manière très subtile à le relier au monde réel. C'était à l'époque de la crise des subprimes. Alors, plutôt que de nous entartiner du texte, il a collé 3 fausses pages d'une interview à Newsweek au milieu de la bande dessinée. Donc, ça a épargné à Philippe Franck de faire des dessins tout petits pour laisser passer tout le texte. Là, du coup, il nous a collé 3 pages de texte, une interview qui est super bien faite, une fausse interview à Newsweek, et où on voit Largo justement nous expliquer, voilà, maintenant j'ai la responsabilité de 600 000 personnes à travers le monde, et moi, je suis un patron, je suis un capitaliste. Je me demande s'il dit pas même je suis un capitaliste de gauche. Il dit voilà, je suis un capitaliste, je suis là pour le profit, mais le profit, il est là pourquoi? Il est pour donner du pain, pour donner à manger à mes employés, pour qu'ils aient un job. Et dans cette crise de 2008 qui a complètement ravagé le monde, Largo, il se targue, il dit voilà, j'ai créé une bourse aux emplois pour relocaliser d'une branche à une autre mes employés pour qu'ils gardent tous un boulot. Et je crois que c'est ça surtout. Largo, il a beaucoup pris en maturité. Et on le voit dans l'Étoile du matin au début, où il se retrouve à cette espèce de forum de Davos. Alors, c'est pas dans les neiges suisses, c'est au Mexique. Il se retrouve dans ce forum des ultra-riches. Et là, il est hyper mal à l'aise, Largo. Il ne se sent pas à sa place au milieu des oligarques riches, au milieu du professeur Bancroft qui lui parle de produits dérivés. Parce que lui, il se sent plus hors système. Et ce qui est marrant, c'est que juste après, il se fait courser justement par des altermondialistes qui veulent sa peau. Et là non plus, il n'est pas en phase avec eux. Donc, il est entre les deux. Il veut sauver le monde. C'est un patron de gauche, mais en même temps, il n'est pas à l'aise avec les patrons. Donc, c'est toute la dualité du personnage. Et c'est ça qui est un peu fabuleux, c'est que c'est pas complètement un Bernard Arnault à la tête de LVMH ou un Bill Gates à la tête de Microsoft. C'est en même temps un voyou, mais qui sent vraiment qu'il a des responsabilités sociétales, humaines vis-à-vis de ses employés et pas simplement vis-à-vis de ses actionnaires. Oui, c'est sûr. Et moi, j'avais une question qui n'était pas vraiment en rapport à l'économie, mais plus l'argot, enfin l'œuvre en elle-même. Pour quelqu'un qui voudrait peut-être découvrir ce personnage, est-ce qu'il y a un tome en particulier que vous pourriez lui conseiller? Est-ce que déjà on peut commencer vraiment dans le désordre et ne pas lire tous les bouquins, toutes les BD qui sont sortis? Alors, ils sont organisés de manière intelligente sous forme de diptyque. Moi, c'est ça que j'aimais quand j'étais gosse avec Tintin, c'était Secret de la licorne, Trésor de Rackham le Rouge, Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Et là, Van Damme, il a fait la même chose, donc il y a 22 tomes jusqu'à maintenant, c'est 11 diptyques. Alors, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve la même trame. Globalement, oui, on peut les lire diptyque par diptyque. Il ne faut pas les séparer, il faut vraiment les lire 2 par 2. Les 4 derniers s'enchaînent de manière un peu plus construite, mais bon, globalement, on peut commencer n'importe où. Et là, je dirais, bon, c'est en fonction de l'appétit de chacun. Moi, j'ai adoré un des tout premiers OPA Business Blues. On rentre dans le monde des offres publiques d'achat. C'est vraiment la finance
cynique des années 90, de Wall Street d'Oliver Stone, Gordon Gekko, le méchant Michael Douglas, Greed is good, l'avarice est bonne. Et c'est vraiment ce monde des affaires absolument terrible, impitoyable des années 90. Donc il y a ça pour découvrir la finance de l'époque qui est fabuleux. Pour ceux qui s'intéressent à la finance, il y a l'Étoile du matin, les voiles écarlates, le tout dernier diptyque, qui là parle de cette finance moderne, cette finance à une vitesse qui dépasse l'entendement, le trading haute fréquence. On nous raconte tout ça, un ordre de bourse entre Londres et New York, maintenant, c'est 30 millisecondes. Donc, c'est ce monde de la finance moderne qui est super bien raconté là-dedans. Et sinon, il y a des tomes que moi, j'adore, mais qui sont assez déconnectés de la finance. Les 2 diptyques asiatiques en Birmanie, l'heure du tigre et la forteresse de Makiling, qui se passe en Birmanie, c'est des aventures à la... C'est pas à la James Bond, je dirais, après c'est du Indiana Jones, c'est absolument délirant. Ouais, bien sûr, c'est plus aventure. Donc je crois que chacun peut y trouver son compte, et c'est ça qui est sympa aussi quand on va voir l'expo à Citéco, c'est qu'on voit toutes ces facettes de l'argot, tous les décors aussi. Il y a une salle qui est, on voit à Hong Kong derrière moi, une salle qui est dédiée justement aux différents univers, aux différentes villes dans l'argot. Et on va passer de Hong Kong avec ses skyscrapers absolument déments à Amsterdam ou à Paris beaucoup plus intimistes. Donc il y a différentes atmosphères dans les aventures et franchement, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est génial. Ouais. L'expo d'ailleurs que vous pourrez retrouver, comme je l'ai dit au début, à partir du 15 décembre pour la réouverture. Voilà, donc vous pourrez voir tout ça en vrai et ça vaut le coup de regarder. Écoutez, on arrive à la fin. Est-ce que les participants du live auraient des questions à poser à Olivier Bossard? Je vous rappelle qu'il peut vous faire gagner 3 tomes. Olivier, si vous voulez montrer les tomes. Ils sont là, ils ne sont pas encore dédicacés, mais je vous fais une jolie dédicace. Je ne vous fais pas de dessin parce que moi, je ne suis pas dessinateur et Philippe Franck n'est pas là. Mais je vous fais une super dédicace pour vous, pour qui vous voulez. Et ce bouquin en tant que tel, il est chouette, mais encore mieux, c'est une invitation à aller voir l'expo à Citéco dès qu'elle rouvre. Alors, elle a été fermée, comme Antonin le disait, à cause du confinement, à notre très grande déception. Le premier week-end avait cartonné de folie. J'ai pas les chiffres, j'en fais pas partie. Je sais pas si Antonin les a, mais ça a marché du tonnerre. Et donc, tout ce qu'on espère, c'est que... Alors déjà, on va la rouvrir. Et non seulement on va la rouvrir, mais elle va être prolongée, d'après ce que j'ai cru comprendre. J'ai eu la chance de revenir la semaine dernière. On a fait un petit tournage secret dans les locaux de Citéco qui étaient fermés au public. Donc Didier Passamonique, le curateur, le commissaire de l'exposition était là. Et on a fait un petit tournage hyper sympa en fait où on vous explique un peu l'expo et où on se balade dans l'expo pour vous. Donc je crois que on a fait 3 petits films, très 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 courts, 5 minutes. Qui arriveront très vite. Ouais. Ils vont arriver très vite, donc j'espère qu'ils vont être postés bientôt sur Facebook, sur YouTube, etc. Et ça, faut que ça vous donne envie de venir voir l'expo parce que c'est sympa pour ceux qui aiment l'argot. Et là, on s'en prend plein dans la figure avec les originaux, des vraies planches de Philippe Franck qui sont là. On voit les originaux des scripts de Van Damme tapés à la machine. On voit ceux d'Eric Giacometti, plus tapés à la machine maintenant sur ordinateur. On voit la table à dessin de Philippe Franck avec ses porte-mines, ses porte-plumes, ses maquettes de voitures, de bateaux qu'il utilise parce que ça, on a beaucoup parlé d'économie et de scénario, mais on oublie aussi que l'argot, c'est des dessins, mais déments. Et Philippe, c'est un gros malade de la perfection. Ce mec est dingue. Quand on voit comment il va nous dessiner le nouveau building de l'argot avec tous ses effets d'ombre, etc., ou comment il nous dessine. Mais imaginez le nombre d'heures qu'il y a pour dessiner ce qu'on voit derrière moi, la vue de Hong Kong. Donc Philippe Franck, c'est un malade de la perfection, en plus d'avoir de savoir. Moi, ce que j'adore aussi dans la bande dessinée, c'est tout l'aspect dynamique. Comment des choses comme une course-poursuite, par exemple, en une page va être recréée. Et ça, vous pouvez le voir sur YouTube, il y a plusieurs interviews de Philippe qui racontent ça de manière super intéressante. Comment il nous amène justement à trouver le rythme pour justement pour qu'une course-poursuite, on ait vraiment l'impression que ça se passe à toute vitesse,
comment il va jouer sur, je ne sais plus comment il appelle ça, l'intercase, les distances entre les différentes cases de bande dessinée pour nous amener à lire certaines pages de manière verticale ou de manière horizontale pour fluidifier la lecture et que vraiment on se sente vraiment dans le cœur de l'action. Ouais, Et c'est vrai donc, que c'est assez hallucinant. ouais. Et donc tout ça, là on le voit avec les planches en grand format qu'on peut voir à travers une vitre, mais on peut s'approcher à 5 cm et on voit les traits de plume, on voit les corrections au Tipex de Philippe, et ça, c'est franchement fabuleux, quoi. Moi, ça fait des années que je suis Didier Passamonique, qui est un grand fan, sinon le plus grand fan de BD en France et en Belgique, parce que Didier est belge. Et je crois que là, il a réussi un tour de force. On n'a jamais vu une expo de BD en France ou en Belgique qui ait rassemblé autant de planches originales. Ouais. Donc, je sais que Citéco veut qu'on parle de cette expo comme une expo sur l'économie, mais moi, je veux dire, venez en prendre plein les yeux aussi comme une expo sur la bande dessinée, parce qu'il y a franchement, même si vous ne vous intéressez pas à l'économie, même si la finance vous fait hurler, et je crois que vous avez tort là-dessus, mais même si la finance vous faisait hurler, franchement, il y a de quoi s'éclater avec cette bande dessinée, rien qu'au niveau visuel, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, je regarde. Alors, si les gens sont timides, moi, je suis désolé, je garde mes bouquins pour moi, hein. Donc, je les ai sortis de Alors, ma je crois qu'on réserve. a, Ouais. on a une question. Attends, je vais la retrouver. Question de Lucille qui nous demande est-ce que l'Argo ne pourrait pas finir par lâcher l'affaire à force de devoir se battre tout le temps contre les malversations? Oui, je crois qu'il s'est pas mal posé la question. Justement, ça lui est arrivé. Alors là encore, ça m'échappe, mais c'est pour ça il a son petit jardin secret. Il a cette île de Sargevannes perdue au milieu de la Méditerranée, dont lui seul connaît la localisation géographique. Je crois qu'il a emmené Simon une ou deux fois, tout juste. Et c'est là que l'ombre de son père adoptif, Nerio, lui dit: mais je sais que tu n'abandonneras pas l'Argo parce que tu aimes te battre. Et c'est vrai que l'Argo, c'est un battant. Mais ouais, je suis assez d'accord avec la question des fois, mais il est épuisé, le pauvre Largo, parce que forcément, un empire, alors, à 10 milliards de dollars, bon, maintenant, le chiffre a plus que décuplé en 30 ans, mais un empire monstrueux comme ça attire toutes les convoitises. Toutes les convoitises de malfrats en tout genre, de mafieux, de méchants, d'adversaires économiques et financiers d'ailleurs. Ce sont des compétiteurs aussi qui veulent sa peau. Tout le monde veut la peau de Largo. Et des fois, il se pose vraiment la question, est-ce que je dois continuer? Mais c'est un battant, Largo. Il ne s'arrêtera jamais. Il va se battre pour ses copains, il va se battre pour ses amours, il va se battre pour sa boîte. Et non, je crois que non, pour répondre à la question, je pense qu'il lâchera jamais l'affaire. Bon. Bon, ben voilà la réponse. J'ai une autre question de Rémi qui dit j'ai une question concernant votre tome sur l'Argo, sur l'introduction à la finance. Par exemple, concernant le montant des produits dérivés sur les marchés, où arrivez-vous à obtenir ces chiffres, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est hyper complexe parce que les produits dérivés, bon là, on va faire une parenthèse, désolé. Les produits dérivés, ils se traitent soit sur les bourses de manière publique, et tout ça, tout le monde le voit. C'est ce qu'on appelle les produits listés. Et ça, donc, tout le monde peut le voir et tout le monde peut faire les comptes. On regarde ce qui se traite, on regarde la quantité, on multiplie par le montant du contrat, on fait une addition, une multiplication et on a les montants. Et ça compte grosso modo pour un tiers des montants. Et les deux autres tiers, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est tout ce qui est traité. Dans le jargon, on emploie un acronyme OTC, OTC, Over the Counter. C'est ce qui se passe de manière secrète. C'est la finance de l'ombre. Ça va être un hedge fund qui va contacter une banque. Ça va être un grand investisseur, Warren Buffett, qui va contacter une banque comme HSBC ou Goldman Sachs, qui lui dit: tiens, je voudrais tel produit. Et toute cette partie-là, ben, elle n'est pas documentée. C'est des trades, des transactions entre une contrepartie vendeuse, une contrepartie acheteuse. Ils n'ont pas besoin forcément de passer devant une bourse, de passer devant un régulateur. Alors, on a quand même quelques indices. Ils mettent en place des contrats légaux. Ils mettent en place aussi ce qu'on appelle des appels de marge. Donc, on a certains moyens de quantifier. Mais c'est pour ça que c'est incertain. Et donc, ce monde des produits dérivés, ben, on le situe, la fourchette est très large, ça part du simple au quadruple, entre 500 trillions et 2000 trillions, 2 quadrillions. Donc ça, c'est des chiffres, mais ça dépasse l'entendement. On ne parle pas de milliers, on ne parle pas de millions, on ne parle pas de milliards, on parle de 1000 de milliards. Un trillion, c'est 1 000 de milliards. Donc c'est un 1 suivi de, je vais vous dire des bêtises, mais de quelque chose comme 12 zéros.
Il faudrait que je prenne mon papier et mon crayon. Donc, c'est des montants colossaux qui dépassent l'entendement. C'est à minima 4 fois plus gros que la bourse. Parce qu'on peut parier sur une même action, on peut parier sur Apple avec des produits dérivés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Dans le monde réel, on se dit, mais c'est du délire. Mon scooter, ma voiture, je peux l'assurer qu'une fois, je peux prendre qu'un seul contrat d'assurance. Et bien dans le monde des produits dérivés, c'est ce que raconte Bancroft au début de l'Étoile du matin, quand il parle des dérives des produits dérivés en 2008, cette fameuse crise qu'on appelle la crise des subprimes dans le jargon aux États-Unis. On s'est mis à créer des produits sur les emprunts bancaires pour acheter de l'immobilier aux États-Unis. On s'est mis à parier une fois, 2 fois, 3 fois. Donc il y a ce qu'on appelle cet effet de levier. Et donc pour répondre à la question de Rémi, oui, c'est difficile de quantifier le montant des produits dérivés, mais bon, pour les pros, on a quand même pas mal d'indices, et donc ça se situe entre 500 trillions et 2 quadrillions. Donc c'est un monde monstrueux. Moi, je m'éclate, je suis prof. C'est ma spécialité, les produits dérivés. C'est là-dedans que j'ai bossé pendant 20 ans. C'est ça que j'enseigne à mes étudiants. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est un monde gigantesque et personne n'a idée de ce monde, cette finance de l'ombre, qui n'est pas forcément mauvaise. Hein. Quand je dis finance de l'ombre, c'est pas forcément négatif. Il y a eu les dérives absolument exécrables de la titrisation en 2008. C'est aussi grâce à ces produits dérivés que plein d'entreprises, elles arrivent à tourner, on leur apporte du financement, que les PME, que les fintech, elles se développent. Donc, les produits dérivés, ça a quand même aussi beaucoup d'avantages. Mais c'est un monde qui est, à moins de lire l'argot, à moins de lire mon bouquin, à moins de travailler là-dedans, c'est un monde qui est inconnu du commun des mortels, quoi. Sûr. Ouais. C'est aussi ça qui est bien avec l'Argo Winch, c'est que justement, on peut pas forcément ne s'intéresser à ce monde et puis le découvrir en lisant une simple BD. Donc, Ouais. c'est ça qui est assez excitant. Et franchement, pour moi Pardon, juste une petite parenthèse. Je suis pas un spécialiste de tous les domaines de la finance, loin de là. Mais ce domaine des dérivés, justement, bon, c'est là-dedans que j'ai bossé. Le trading, je connais ça par cœur. Et ce dernier diptyque, justement, mais quand je l'ai récupéré à la FNAC, je l'ai quasiment tout lu sur place d'ailleurs, tellement j'étais scotché. Et j'ai pris un vrai coup de poing dans la figure, parce que c'est super bien documenté. Et c'est ça d'ailleurs, quand je l'ai découvert en octobre il y a 2 ans, c'est ça qui m'a incité. C'est là qu'est venue l'idée que j'ai bossé jour et nuit comme un malade sur ce script, que je l'ai envoyé à Eric et à Philippe en leur disant, est-ce que ça vous intéresserait que j'essaie d'expliquer un peu plus ce domaine, parce que il est super bien raconté. Donc, lisez les bouquins de l'argot, vous vous amuserez, mais en même temps, vous allez découvrir plein de choses super passionnantes sur l'économie, sur la finance. D'accord. On a une question de Philippe qui demande comment le groupe Largo Winch est en train de passer la crise de la Covid-19. Alors ça, moi, je ne suis pas dans l'écriture du dernier tome, donc il faudrait demander à Philippe Franck et à Eric Giacometti. Je ne sais pas du tout. C'est sûr qu'il va avoir du mal, parce que l'Argo, il a une division aéronautique, il a une division tourisme également. Donc de ce côté, il a une division hôtellerie. Donc là, il va avoir du mal. Je dirais le gros avantage de l'Argo, c'est que c'est un conglomérat, c'est une grosse multinationale qui touche vraiment à tous les domaines. Et ça, l'Argo l'explique justement dans Mer Rouge ou dans Colère Noire. Justement, il a cet avantage de pouvoir bouger des capitaux d'un côté à l'autre pour ne pas avoir à virer des gens, ou alors pour les relocaliser dans d'autres branches. Donc je pense que contrairement à des groupes très spécialisés, le groupe Winch doit s'en tirer pas trop mal. Et c'est l'avantage justement de la diversification à notre niveau aussi, au niveau des épargnants, au niveau des investisseurs diversifiés. C'est sûr. On espère peut-être un tome de l'Argo Winch spécial Covid, sait-on jamais. Je ne vais pas trahir des secrets de conversation, mais puisque c'est public, hein, Philippe a publié ses planches sur Insta, vous les retrouvez aussi sur le site de Dupuis, et donc il y en a une dans l'expo Citéco justement. Ouais. Ce qu'on va voir émerger dans le prochain diptyque, on va voir vraiment, là encore, l'Argo sous un angle encore plus humaniste. On le voit dans une des planches, justement, où il se rend compte qu'une de ses usines, je crois que c'est en Indonésie, je ne sais pas où exactement, on emploie des gosses, des gamins dans une mine à ciel ouvert, ils sont là à toucher des métaux rares ou je ne sais quoi, à se polluer, et l'Argo, il va rentrer dans une rage folle quand il découvre ça. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est que de plus en plus, l'Argo, il nous montre son aspect humain, il promeut vraiment une finance responsable. Je citais tout à l'heure
les premiers tomes de Largo qui me faisaient, moi, penser à Gordon Gekko, la Ouais. finance sous son aspect le plus exécrable. Largo, c'est vraiment l'anti-Gordon Gekko. Largo, c'est la finance positive. Il veut sauver les emplois, il veut conserver les emplois. À l'ère du MeToo, ben, Largo, c'est un féministe. Moi, j'ai entendu des gens critiquer Largo, dire c'est un macho. Attendez, Largo, vous regardez les pages de garde de l'album, elles changent dans chaque album. Elles évoluent au cours des différents albums. Vous regardez le premier diptyque, il n'y a que des mecs au bord de Largo. C'est que des hommes blancs, la cinquantaine, la soixantaine, bedonnants, costard cravate et l'air affreusement cynique. Vous regardez le dernier diptyque, il y a 4 femmes sur 13 au big board de Largo. Donc 4 sur 13, ça fait, dans les 30, ça fait près d'un tiers. Bah, demandez aux sociétés du CAC 40, il y en a combien qui ont un tiers de femmes à leur big board? Il n'y en a pas beaucoup. Donc Largo, c'est un féministe. D'ailleurs, il y a un siège vacant dans le domaine des banques. Moi, j'ai ma petite idée que ça va être une femme qui va prendre ce job-là aussi. Donc Largo, c'est un féministe. Largo, c'est quelqu'un d'humaniste qui promeut une finance sociétale, responsable, humaine. Donc c'est pas pour rien que c'est pas juste un coup de pub que son éditeur Dupuis a fait le rebranding. C'est assez marrant. Au début, c'était Largo le milliardaire en blue jean. Et puis ils ont changé, je crois, ça fait une quinzaine d'années, ils l'ont appelé Largo le milliardaire humaniste. Donc on pourrait croire que c'est assez cynique, c'est un coup de pub de Dupuis. Non, non, c'est pas du tout ça. Largo, il promeut vraiment cette finance humaniste. Et ça, ceux qui le connaissent, ceux qui ont découvert les albums, ils se rendent compte que c'est la finance qui fait du bien. La finance que moi, je découvre de plus en plus. Les élèves qui viennent à mon master, au master finance, ils y viennent ben oui, pour le challenge intellectuel, parce que la finance, c'est super intéressant intellectuellement, parce qu'on y gagne bien sa vie aussi, je ne vais pas le cacher, c'est un métier où on peut bien gagner sa vie. Mais de plus en plus, ils viennent à la finance pour donner un sens à leur vie, parce qu'ils savent que en finance, on va avoir accès à des leviers pour donner du financement, financer des projets, financer des entreprises, et qu'on peut impacter directement la manière dont notre monde futur va évoluer en finançant des énergies renouvelables, etc. Et c'est ça qui est super sympa, qui moi me fait super plaisir, c'est que autant à une époque je pouvais avoir un peu honte de bosser dans la finance, autant là, c'est la finance non, qui aide justement le monde à se renouveler, à être beaucoup plus humain, beaucoup plus responsable, beaucoup moins carboné. Et ça, c'est une demande qui vient des étudiants, qui vient des futurs acteurs du monde de la finance. C'est une demande qui vient aussi des investisseurs. Vous voyez tous les grands gérants de fortune, les fonds de pension, les fonds de retraite, les fonds d'investissement. C'est pas juste de la peinture verte qui passe sur leurs produits d'investissement. C'est vraiment une demande des investisseurs qui disent voilà, allez, je ne cherche pas forcément un rendement à 10% ni même à 5%. Je vais me contenter d'un rendement plus faible, mais je veux que ça ait du sens. Je ne veux pas investir dans. C'est fini l'ère de Matra des sociétés d'armement. C'est fini l'ère des sociétés pétrolières hyper polluantes. J'ai un très bon ami qui travaille chez Total. Il y a vraiment un vrai effort d'intégrer tout ce qui est énergie renouvelable en plus de la composante pétrolière. Donc ça, c'est vraiment un mouvement moi, qui me fait vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur, c'est que cette finance responsable, sociétale, elle se met de plus en plus en place, elle se met en marche pour nous aider à construire ce monde de demain. Et Dieu sait si on va avoir besoin d'énergie dans ce domaine-là. C'est sûr. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors s'il n'y en a pas, moi je peux que renouveler cette offre. Venez voir l'expo dès qu'elle rouvre. En attendant, Citeco va très vite publier une petite visite virtuelle super sympa. Oui. Je dis ça, je le sais parce que j'en ai fait partie, j'ai participé aux commentaires, mais ça va vous permettre d'avoir un avant-goût. Venez la voir, venez-y avec les enfants, il ne faut pas hésiter à venir avec des enfants, des ados, des pré-ados, des jeunes, je dirais même des 8-10 ans, il y a plein de choses hyper sympas qu'on peut découvrir. Visuellement, c'est super marrant, il y a les maquettes de véhicules, il y a la Tour Winch qui est là, qui a été faite, c'est le fils de Philippe Franck d'ailleurs, qui est architecte, qui a fait tous les plans pour modéliser le modèle de l'hologramme. Et là, il est reproduit en 3D. Il est en train de tourner sur lui-même. C'est absolument fabuleux, super sympa.
Donc ouais, venez-y en famille, venez-y avec les écoles. Je ne sais pas s'il y a des scolaires qui nous écoutent, mais c'est super sympa. C'est super sympa pour les jeunes en seconde, en première, qui commencent à avoir des cours d'économie qui ne comprennent pas grand-chose parce que c'est super barbare au début. Pour ceux qui sont en classe prépa, qui préparent le concours HEC diocésie céréberbative, ben ça va vous changer un peu la tête de venir à cette expo en s'amusant aussi et en s'instruisant. Alors, j'ai une dernière question de Rémi, encore une fois, qui me demande si on a des questions plus précises sur la finance. Est-ce qu'il y a possibilité de vous envoyer des messages en privé? Oui, bien sûr. Ben, Rémi, tu es le bienvenu. Ouais, je suis sur Facebook, tu vas me trouver. J'ai une petite chaîne YouTube aussi, tu tapes Olivier Bossard Finance, tu vas trouver. Ben, c'est justement quelque chose qui m'amuse beaucoup. Je pensais que j'allais avoir plus de temps libre en étant prof qu'en étant banquier. En fait, non, j'en ai toujours aussi peu, mais le peu de temps libre que j'ai, c'est ça qui m'amuse à travers des bouquins, à travers YouTube, etc. C'est essayer de démocratiser la finance. Il y a un autre domaine qui m'amuse beaucoup, c'est la fintech, la blockchain, tout ça, c'est cette finance de demain, cette finance complètement dématérialisée. Donc, j'essaie de communiquer là-dessus. Et ouais, bien sûr, tu es bienvenu, Rémi, si tu as des questions. J'ai une petite communauté super sympa sur YouTube qui poste plein de commentaires. Donc, vas-y, n'hésite pas en privé ou en public là-dessus et j'essaierai de te répondre. Je pense que c'est tout pour ce live. Si on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Super. Et puis, restez tous en contact. La responsable de la communication, Amandine Blier, à Citeco, est super active aussi. Elle fait des super trucs sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn pour partager sur Citeco de manière générale, mais autour de cette expo. Donc, restez en contact sur les réseaux sociaux. Suivez Citeco, suivez-moi, suivez tout ça. Suivez ActuaBD, le site de Didier Passamonique. Je pense Ouais. j'ai beaucoup parlé des Qui auteurs est de d'ailleurs l'argot, mais notifié sur chaque fois. ouais. J'ai pas assez parlé de Didier parce que Didier, c'est un mec absolument fabuleux. C'est lui qui s'occupe du site Actua BD. Moi, en tant que fan de BD, un site que j'adore puisqu'on y trouve toutes les news sur la BD, toutes les interviews, toutes les nouveautés. J'ai pas besoin de perdre mon temps à aller feuilleter les BD rien qu'en lisant les critiques sur Actua BD. J'ai déjà une bonne idée de ce que je vais avoir envie d'acheter ou pas. En fait, supporter nos petits libraires, aller acheter chez nos petits libraires plutôt que chez le vilain méchant Amazon. C'est dit. Bon. Ouais, donc Didier, il s'occupe de ça et surtout, c'est un gros malade, un gros fan de BD. Et c'est lui, avec Marie-Édith Agostini, qui a mis en place et avec Xavier Limagne, muséographe de Citeco, qui a mis en place cette expo. Et il y a un boulot de dingue, justement, pour que ce soit fluide. Ça paraît super simple de créer une expo. On dit, allez, on va balancer des planches et puis on va mettre quelques trucs, mais tout le parcours est construit de manière super intelligente. C'est un parcours physique au travers 4-5 salles dans les derniers étages de Citeco, qui en lui-même est un local super sympa. C'est un ancien hôtel particulier, c'est un endroit de délire, quoi. C'est un lieu de malade, vraiment. Et puis là-dedans, on a ce petit parcours et on découvre toute l'histoire de l'argot de manière super intelligente. On a une entrée où on découvre tous les albums, on découvre d'abord les auteurs, c'est un petit cheminement à travers l'histoire de l'argot, Jean Van Damme, le scénariste Giacometti, Philippe Franck, et puis après on va faire un parcours plus thématique. Alors thématique au niveau économique, mais aussi il y en a pour tout le monde. Il y a tous les amours de l'argot, toutes les plus belles femmes dans les albums de l'argot, qu'elles soient blondes, brunes ou rousses, elles sont toutes là. Tous les méchants aussi, qu'ils aient un couteau à la main ou qu'ils soient en tête d'un empire financier, il y a toute cette galerie de portraits plus terribles les uns que les autres. Donc, ils sont tous là. Donc, c'est vraiment une super expo. Donc, on en prend plein les yeux et franchement, je ne sais pas quel est le prix, mais c'est dérisoire quand on en a pour son argent. C'est super cool. Et on vous attendra d'ailleurs très vite dès la réouverture. Ben, merci beaucoup. C'était super sympa de partager comme ça en Merci direct. à vous et Olivier. Ouais. Ouais. Je sais que malheureusement, on a communiqué très tard sur cet événement. Et donc, moi, j'ai reçu pas mal de messages sur Facebook des gens qui disent « Ah, désolé, je n'étais pas au courant. » Donc, je pense que l'idée, Antonin, c'est de le republier ensuite, de le remettre sur Facebook Exactement, et sur c'est YouTube. ce qui est prévu. Ouais. C'est Ça, ça, c'est c'est cool ce parce qu'on a que prévu. Pas de souci. je sais que mes élèves en ce moment, ils sont encore en cours, donc ils sont trop désolés de ne pas venir. Tous mes anciens élèves, ils sont banquiers.
même à 6 heures du soir, un vendredi, ils sont encore au bureau. C'est sûr. Donc, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde de redécouvrir ça en Exactement. différé. Voilà, ça permettra aux gens de le Ouais, redécouvrir. ouais. Exactement. Bon, ben, merci beaucoup, Olivier. Ouais, et puis Et merci à Antonin, tous je ceux sais qui pas nous ont si tu as suivis. déjà les noms, mais C'est si tu bon, j'ai les les as, noms, tu me les ouais. donnes. Alors, tu me les dis, et Ouais, puis que les gens me contactent par Facebook, par YouTube, et puis moi, je leur fais ouais, très bien. une petite dédicace. Ils me disent à qui ils veulent la dédicace, si c'est à votre nom, si c'est au nom de votre papa, votre maman, votre fils, votre copine, votre chien, votre chat, votre lapin. Et je fais une dédicace et ça part lundi par la poste. Voilà, beau cadeau de Noël. Oui. Et en attendant aussi, tiens, allez, je fais encore de la pub. On a sorti avec Beaux-Arts Magazine un hors-série Largo spécial en partenariat avec Citéco. Alors ça coûte pas cher. Pour ceux qui ont les poches un peu serrées, ça coûte que 10 euros. Ça se trouve encore dans certains kiosques. Ça se trouve en ligne sur le site de Beaux-Arts. Ça se trouve évidemment à la boutique du musée. Et bah, déjà, c'est fait avec la classe sur du papier absolument fabuleux, avec la classe auquel nous habitue Beaux-Arts Magazine. Là encore, c'est Didier Passamoni qui a organisé ce bouquin. Il m'a fait le plaisir, il m'a fait l'honneur d'écrire une dizaine de pages là-dessus. Et ça, à faible coût, ça vous fait rentrer dans l'univers de l'Argo, ça vous donne un aperçu de l'expo. Il y a tout. Il y a le portrait de l'Argo. Vous voyez l'Argo en version classe, version relax. Je me suis même amusé avec un copain, un collègue, Pascal Kiri, prof de finance à HEC. On a reconstruit les vrais chiffres du groupe Largo. On s'est amusé, on a fait vraiment un case study, un cas d'école. On a Ouais, repris, ça a été un boulot de dingue. On a repris tous les 22 albums de Largo. On a essayé de reprendre tous les points techniques qui pouvaient être tous les petits indices que Jean Van Damme et Eric Giacometti ont disséminés ici et là sur comment évoluait le groupe Largo pour reconstruire en fait les comptes du groupe. Parce que les comptes qu'on a sur les pages de garde, ils n'avaient pas été mis à jour depuis peut-être pas 30 ans, mais au moins une vingtaine d'années. Donc on a fait un travail de malade pour essayer de les reconstruire comme si c'était vraiment une boîte. Donc là, au moins, vous avez les comptes du groupe Largo à jour. Moi, je me suis amusé à vous faire un petit résumé des différentes crises des 30 dernières années. Il y a même la crise du coronavirus pour vous montrer qu'on est bien à jour là-dessus, les amis. Et puis sinon, il y a toute la Galaxy Winch, il y a tous ses copains, les belles filles, les bons copains qui sont là dans les coups durs. Donc ça va vraiment dans tous les sens. C'est super sympa et ça coûte que 10 euros. Donc allez-y, achetez-le. C'est super cool. Voilà, j'ai fini mes coups de génial. pub. À bientôt. Merci beaucoup, Olivier. Allez, à plus. Salut à tous. Et puis Au restez en revoir. contact. Hein. Au revoir.